toi, tu peux pas travailler autant. Tu as 4 enfants, après tu as une personne à côté, oui, tu la vois avancer beaucoup plus vite, mais elle est célibataire, elle a pas d'enfant. C'est pas du tout la même vie. C'est un sentiment que j'ai eu aussi au début quand je me suis lancée et même du genre à laisser mes enfants à la garderie parce que il fallait que je fasse 8h 18h comme quand j'étais salariée. Enfin, c'est pas parce que j'étais entrepreneur que je pouvais couper à 4h et aller chercher mes enfants à l'école. Et un jour, je me suis posée, tu vois, j'ai fait ma vision de mon business et je me suis dit mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode des coulisses de ton biz avec comme invitée Karen Clich qui est une ancienne collègue à moi parce qu'elle était assistante virtuelle. Karen, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton métier actuel et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Marie. Merci de m'avoir de pouvoir faire cette interview avec toi. Donc moi c'est Karen. Donc je suis une ancienne assistante virtuelle. J'ai commencé l'entrepreneuriat donc moi à mon propre compte en 2018, mais après je connais ce monde-là depuis 2010. Tu faisais de l'assistanat à distance comme ça depuis 2010 ? Non, c'est parce que mon mari s'est mis à son compte en 2010 et donc j'ai découvert tout ça en même temps que lui s'est mis à son compte. Ah oui, ça veut dire que tu secondais ton mari sans être officiellement assistante, quoi. C'est ça, mais j'ai découvert du coup vraiment le monde de l'entrepreneuriat à partir de ce moment-là. Et moi, je me suis lancée en 2018. Et du coup, tu t'es lancée en assistante virtuelle pour seconder ton mari dans un premier temps. Et ensuite, tu as eu des clients rapidement. C'est ça, ouais. J'ai commencé vraiment lui pour pouvoir le seconder parce que moi, en plus, mes enfants étaient tous à l'école. Donc, j'avais vraiment plus de temps pour moi, personnellement. Et du coup, vu que je travaillais avec lui, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des clients très rapidement en tant qu'artisan. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais maintenant et ce qui a influencé ton switch de business ? Donc maintenant, j'ai fait un virage total. J'ai fait une formation en sexothérapie et je me suis spécialisée en tant qu'éducatrice à la sexualité pour les enfants et les adolescents. Donc, je propose des ateliers principalement dans les structures d'accueil pour les enfants, donc que ce soit aussi bien établissement scolaire que centre aéré. Enfin, voilà, là, c'est vraiment en train d'être mis en place. C'était un ras-le-bol en fait de l'assistanat, tout simplement. Je pense que justement, j'avais commencé l'assistanat parce que j'avais l'impression de savoir faire que ça. J'étais dedans, oui, voilà, c'était une impression comme j'avais jamais rien fait d'autre à côté. Ça m'a plu pendant vraiment de longues années. Et ensuite, il y a eu, on va dire peut-être le Covid qui a joué aussi parce que j'ai pu réfléchir à ce que je voulais faire. En même temps, je voulais pas lâcher l'assistanat parce que c'était mon activité et c'est difficile de lâcher une activité en me disant je vais faire quoi derrière. Je peux pas rester non plus, même si je le cache pas, c'est mon mari qui ramène le revenu principal à la maison. C'est lui vraiment financièrement, c'est lui qui soutient la famille. Et en même temps, ton côté aussi à toi d'indépendante et tu te dis non, je peux pas lâcher mon activité parce que moi, il faut que je garde mon indépendance. Et ensuite, c'était courant 2022, ça a été en fait, j'arrivais plus à travailler avec les clients. Voilà, tout simplement. J'avais plus cette envie de travailler. En fait, je travaillais parce qu'il fallait le faire, il y avait le choix. Et là, je me suis dit, non, stop, il faut arrêter, il faut trouver pourquoi ça me plaît plus et ce que je veux faire derrière. Et après, d'un enchaînement à un autre, j'ai trouvé ma nouvelle activité. Ok, oui, c'est vrai que ça n'a pas dû être facile. Et comment tu as géré pour faire ce switch d'activité ? Est-ce que du coup, tu t'es dit, je garde l'assistanat à 50, 30, 80% ou est-ce que ça a été, tant que je n'ai pas dégagé tant de chiffre d'affaires pour switcher, je ne switch pas. Comment tu as procédé ? Moi, en fait, je suis du style à tout arrêter. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté au fur et à mesure avec mes clients. Je leur avais dit que voilà, j'arrêtais. Et ensuite, non, j'ai vraiment tout arrêté. Je me suis posée pour réfléchir à ce que je voulais faire.
faire. Après, à côté, ça n'empêchait pas que du coup, je continuais à travailler avec mon mari. Mais ça, du coup, c'était plus personnel pour son entreprise. Donc, après, moi, je fonctionne comme ça, mais je sais qu'il y en a énormément. La plupart des personnes ne le font pas. Elles ont besoin de garder une sécurité derrière. Et à date, là, maintenant, tu es 100% c'est sexothérapeute, c'est ça? Oui. C'est ça. Donc, tu es 100% sexothérapeute ou est-ce que tu as toujours une petite part d'assistanat, je pense au moins avec ton mari? Comment ça se passe? Ouais, moi, je suis 100% pour moi, mais à côté, oui, je garde l'assistanat pour mon mari, pour son entreprise à lui. Est-ce que tu peux nous partager du coup quel est le type de société que tu as pour être sexothérapeute et également nous dire le chiffre d'affaires que ça représente? Moi, je suis en micro, tout simplement. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de sexe. Après, peut-être oui, quand tu commences à prendre non, même parce que la plupart des personnes qui ont un cabinet à l'extérieur, la plupart du temps, elles restent en micro quand même. Et quand le chiffre d'affaires, c'est vraiment aléatoire. En fonction de si tu fais que des séances. Mettons individuelles ou de couple. Après, comme moi, je propose que des ateliers. Donc, ça, c'est encore différent. Et après, tu as aussi ceux qui vont, parce qu'il y a aussi, dans le domaine de la sexothérapie, tu as aussi les personnes qui vont former les autres. Donc, ça peut être vraiment aléatoire. Il n'y a vraiment pas de chiffre. Après, ce que je peux dire, c'est que par exemple, une séance minimum, c'est 70 € la séance. Je ne sais pas si ça peut donner une estimation. Après, les ateliers, c'est pareil, c'est en fonction des âges. Parce que si tu fais un atelier pour des enfants de 6-7 ans, ça va durer 30 minutes. Donc, ça peut être en fonction des personnes, comment elles vont donner leur prix. Ça peut aller de 60 € à 100 €. C'est vraiment aléatoire. Ok, je sais que les gens ils sont friands de chiffres, même si derrière un chiffre d'affaires il y a rien à en tirer parce qu'on ne connaît pas tous les coulisses justement des gens, mais c'est quelque chose qui parle et qui je pense rassure aussi, tu vois, ceux qui nous écoutent. C'est pour ça que en fait je pose cette question à chaque demande parce qu'après en fonction de ce qu'on va découler dans l'épisode, les gens ils vont se dire ah ouais mais en fait si elle gagne tant ou si elle gagne si peu, c'est parce qu'il y a ceci ou cela derrière. Après, par contre, l'avantage, oui, c'est que en tant que sexothérapeute ou éducatrice à la sexualité ou quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment de dépenses. Dans le sens où si par exemple tu travailles pour les ateliers, tu vas acheter ton matériel, mais après c'est terminé. Une fois que ton matériel t'appartient, tu n'as plus les dépenses après sur les autres ateliers. Donc tu n'as pas cette dépense-là à refaire. Tu as aussi, si tu fais les séances en ligne, si tu es sur Google Meet par exemple, t'as pas. Si tu prends Zoom, oui, tu as plus de dépenses. Mais Google Meet, tout ça, tu n'as pas spécialement de dépenses. Il y a pas autant de dépenses que peut-être dans d'autres activités où tu vas avoir tous les mois, tu sais que tu vas devoir dépenser tant. Voilà, tu vas devoir compter. Il n'y a pas de réelles dépenses à part les petits trucs chaque mois, ton site internet. Après, peut-être ta newsletter à partir d'un certain nombre d'abonnés, ton outil pour les visios, ton téléphone aussi pour téléphoner. Mais après, tout ce qui est internet, tout ça, mais ça reste basique. Tu vas peut-être dépenser au début pour acheter le matériel, tout ça, mais après, c'est terminé. J'ai pas posé la question parce que habituellement je commence les interviews par un ceci ou cela. Et là, comme on a enchaîné dès le début, j'ai pas posé la question. Mais du coup, tu travailles essentiellement du coup de chez toi ou tu vas plus en majorité intervenir dans des écoles ou dans des centres sociaux, comme tu le disais au début. Comment ça se passe? Donc là, en ce moment, je travaille principalement à la maison, mais moi, mon but, c'est de travailler plus en milieu scolaire et moins à la maison. D'accord. En fait, oui, c'est vraiment d'intervenir auprès des jeunes plutôt que de le faire à distance. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, Karen, le temps approximatif que tu passes par semaine pour ton business, sachant que je ne l'ai pas spécifié au début de l'épisode, mais tu es maman de 4 enfants. Oui. Donc uniquement pour mon business ou Uniquement pour ton business. Enfin, pour ton business, tes clients, enfin voilà, tout le temps que tu es sur ton travail. En gros, en temps plein, je peux me consacrer 4 heures par jour, en enlevant le mercredi. Parce que du coup, j'ai 4 enfants, donc maintenant j'en ai plus que 3 qui sont à la maison. Mon mari il part à 7 heures le matin, il rentre à 19 heures le soir, donc c'est vraiment moi qui gère les enfants, les allers-retours. Donc je sais que je peux travailler de 9 heures à 11 heures, aller jusqu'à 11h30, et ensuite de 14 heures à 16 heures. Je pense que ça va réconforter beaucoup de mamans qui vont se dire que ah ouais, en fait c'est possible quand même de réussir à avoir sa propre activité et tout en gérant à côté les enfants. Même si j'ai une période où j'ai eu du mal justement à me dire que je pouvais pas travailler plus. Je culpabilisais de ne pas pouvoir travailler plus. Ouais. Et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour passer au-delà de cette culpabilité? J'ai réussi
réussi à me rendre compte qu'on a toute une vie différente et qu'on peut pas avancer toutes de la même manière, tout simplement parce on n'a pas la même vie. C'est quelque chose qui s'est mis en place, que j'ai dû intégrer pendant très longtemps. C'est pas venu comme ça, mais j'ai réussi à me dire un matin, bah toi, tu peux pas travailler autant. T'as 4 enfants, après t'as une personne à côté, oui, tu la vois avancer beaucoup plus vite, mais elle est célibataire, elle a pas d'enfants. C'est pas du tout la même vie. Je me rends compte, moi aussi, maintenant, c'est inversé, mais je me rends compte que maintenant, j'arrive plus à avancer, que mes enfants ont grandi et j'arrive à voir à côté qu'il y a d'autres, bah, du coup, mamans ou papas qui ont des enfants en bas âge et que eux, bah, du coup, avancent moins vite. Et ça, je me suis dit, ouais, ben, en fait, j'étais comme ça et il faut réussir à l'intégrer. Comment, je sais pas, mais je m'y suis faite. Voilà, tout simplement. Je ne peux que compatir. C'est un sentiment que j'ai eu aussi au début quand je me suis lancée et même du genre à laisser mes enfants à la garderie parce que bah, il fallait que je fasse 8h, 18h comme quand j'étais salariée. Enfin, c'est pas parce que j'étais entrepreneur que je pouvais couper à 4h et aller chercher mes enfants à l'école. Et un jour, je me suis posée, tu vois, j'ai fait ma vision de mon business et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux. Je suis en train de faire n'importe quoi. Mon business, il part en live. Moi, je pars en live. Enfin, voilà. J'avais beaucoup plus de charge mentale à travailler comme ça que là que j'ai diminué. Moi, je fais 6 heures par jour parce que je vais pas chercher mes enfants le midi. Voilà, c'est quelque chose qui était OK avec moi. J'ai testé. C'est pas pour moi d'aller récupérer le midi. Et du coup, par contre, je les emmène à l'école, je vais les chercher à l'école et ça m'arrive maintenant qu'ils ont grandi aussi. Avant, je n'arrivais pas à le faire, mais maintenant qu'ils ont grandi, je peux retravailler quand ils sont à la maison. Donc, on a vraiment 1 heure consacrée ensemble quand je vais les chercher. Quand on a terminé les devoirs et tout ça, eh bien, ils repartent en autonomie dans la maison ou dehors et il n'y a aucun souci pour que j'arrive à avancer sur d'autres missions clients. Mais comme toi, c'est pas venu en claquant des doigts. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas assez mis en avant, tu vois, sur les réseaux. Parce que, comme tu dis, tu vois toutes ces entrepreneurs qui sont extraordinaires, qui arrivent à gérer certaines, même des influenceuses, elles ont 7 enfants, tu les vois, c'est tout roule sur des roulettes. Oui, enfin, faut pas oublier que tu les vois au 7e enfant. Tu sais pas comment elle était au premier, comment elle a galéré, elle aussi, les larmes qu'elle a versées. Enfin, on est tout égal là-dessus. Il y a aucun quiproquo à avoir. Voilà, c'est important de le souligner que c'est pas parce que tu vois quelqu'un qui arrive à faire des amplitudes horaires de 10 heures par jour que tous les entrepreneurs doivent le faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est adapté à ta vie, à ton rythme aussi. Je pense que quand tu avais tes 4 enfants, c'était une autre logistique que là, que tu n'en as plus que 3. Et ça va aller, c'est l'inverse de crescendo, je sais pas comment on dit. En fait, oui, j'ai compris. Par rapport à la vision, je repense justement quand je me suis lancée en 2018. À la base, je me suis lancée justement pour être indépendante, pour pouvoir rester justement avec mes enfants, pour garder justement déjà le mercredi pour les activités scolaires, puis aussi parce que maintenant j'en ai plus qu'une du coup qui va pas à l'école le mercredi, mais je voulais garder mon mercredi et puis après continuer à les emmener le matin, continuer à aller les chercher le soir. À un moment, c'est ça, tu te dis, non, en fait, je suis à mon compte, mais j'ai pas la liberté que je voulais de base. Ça a été ça, oui, tout un cheminement. Comme souvent, il faut que tu gardes ta vision, ton pourquoi tu fais ça. Et ça se réajuste aussi. Là, aujourd'hui, moi, c'est ce que je disais, je suis pleinement épanouie à faire ça. Ça se trouve, on fait l'interview dans 1 an. Je te dirais, moi, j'ai remis les enfants à la périscolaire parce que ça m'allait pas du tout avec mon nouveau rythme, etc. Et ce sera OK. L'important, c'est que ce soit aligné avec soi au moment où on le vit, en fait. Et il ne faut pas hésiter à tester de nouvelles choses, à faire des retours en arrière. Bref, à tout réajuster, quoi. Parce que vraiment, la vie, elle évolue tellement, ton business, il évolue et tes besoins aussi. Plus les enfants grandissent aussi, et plus toi, tu évolues. Comme tout à l'heure, tu disais aussi, mais quand ils grandissent, tu peux travailler après. Moi, je le vois aussi maintenant. Ils sortent du collège ou du lycée, je vais les chercher, mais ils rentrent à la maison, ils ont plus besoin de moi. Enfin, ils ont besoin de moi, mais entre guillemets. Donc, je vais retravailler avec moins de concentration. Donc, je vais faire des tâches qui ont besoin de moins de concentration, mais je sais que je peux retravailler si j'en ai besoin. Ouais. Et donc, la vie, elle évolue constamment. C'est exactement ça. C'est l'un des plus gros avantages à être à son compte. Et ça, j'en suis convaincue à 100%. On n'est pas là pour s'enrichir à la base. Nous, on est là pour gérer avec nos enfants. Et je pense que beaucoup de mamans, en fait, on a commencé comme ça. Et après, tu vas plus dans le business pour gagner de l'argent, pour te valoriser, pour te mettre en avant. Mais la majorité des mamans entrepreneurs que j'interroge, elles se sont pas mis entrepreneurs pour
une autre raison la majorité du temps, quoi. Il y a eu ça aussi, peut-être ce facteur-là qui a joué. C'est vu que mon mari il est artisan, il travaille, il part à 7 heures et rentre à 19 heures. Je me voyais pas, moi aussi, à côté, et lui non plus, il le voyait pas, faire les mêmes horaires. Voilà. Après, nous, c'est notre vision, nous, avec les enfants. On va reparler organisation, Karen. Est-ce que tu as une semaine type, justement? Oui et non. En fait, oui, parce que justement, vu que j'ai que 4 heures dans la journée pour travailler, je sais que je travaille de 9 heures à 11 heures ou de 9h30 à 11h30. Pendant ce temps-là, c'est focus, en fait, pour mon entreprise. Je vais rien faire à côté. Je fais du sport avant. Ça par contre, c'est une organisation que j'ai dû mettre en place qui a été très compliquée. Le temps pour soi. Parce que justement, je me disais en fait, cette demi-heure de sport, je pourrais la mettre pour travailler. Donc ça a été dur, mais là, ça y est, c'est mis en place. Donc on va dire la semaine type, c'est que j'ai une demi-heure de sport par jour. Je travaille après de 9h ou 9h30 jusqu'à 11h ou 11h30. Et ensuite, je vais chercher les enfants le midi. Et après, je retravaille de 13h30, 14h jusqu'à 16h, 16h15. Chaque jour, tu fais les mêmes choses ou est-ce que tu as des jours consacrés à certaines parties de ton activité? Oui, le mardi, ça va être consacré plus à tout ce qui est écriture d'articles de blog ou préparation. Donc là, ça va être remis en place. Enfin, d'ici que l'interview sorte, ça sera remis en place. D'un podcast. Donc le mardi, c'est consacré à ça. Et ensuite, non, c'est vraiment en fonction des journées. Est-ce que tu peux nous dire comment tu gères ta boîte mail et tes appels justement avec les différents organismes que tu contactes? Donc les mails, je le fais une fois le matin et une fois dans l'après-midi. Ou alors justement les mails, je peux les gérer après l'école parce que c'est quelque chose où voilà, je peux le faire aussi. Mais je vais les faire 2 fois par jour. J'ai enlevé les notifs des mails. Bien. Donc après tout ce qui appelle, c'est pareil. C'est vraiment ça va avec les mails. Je vais envoyer beaucoup de mails. Le matin, au début de matinée. Et puis après, je revérifie en fin de journée. Je vais rebondir sur le fait de couper les notifications. J'écoutais ce midi un podcast dans lequel la personne disait il ne faut pas oublier que les urgences, avant, elles étaient traitées que lorsque le courrier arrivait chez toi, c'est-à-dire le lendemain. C'est vrai. Et c'est quelque chose que l'on oublie maintenant parce que un SMS, tu réponds tout de suite, un mail, t'es dans l'envie d'y répondre pareil tout de suite, alors que en fait ça va pas changer la vie de la personne si tu lui réponds dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 3 heures. Enfin, généralement, ça ne change pas la vie des gens. Bien sûr, si c'est vraiment urgent, vital, oui, on répond le plus rapidement possible. Mais c'est quelque chose, quand je l'ai entendu, je me suis dit, c'est vrai qu'il faut qu'on prenne quand même un petit peu de distance avec tout ça et qu'on se rappelle que oui, il n'y a pas si longtemps que ça, il fallait attendre des fois plusieurs jours avant de recevoir la réponse et ça paraissait totalement normal aux gens, en fait. Et on était beaucoup moins impatients. Oui, aussi, il paraît. C'est vrai que je me dis toujours, s'il y a vraiment une très, très grosse urgence, il y a l'appel téléphonique. La majorité du temps, oui. Quand les gens sont vraiment pressés et qu'ils ont vraiment besoin, là, ils se rappellent qu'en fait, il existe aussi l'option téléphone. Ça me fait rire à chaque fois que j'ai des amis qui m'appellent. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Oui, c'est vrai, c'est cette sensation. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'était juste pour avoir des nouvelles. Ah, d'accord. C'est vrai qu'on a maintenant ce réflexe, en fait, quand la personne t'appelle, c'est forcément qu'il y a quelque chose d'important, d'urgent, de grave, alors que non, en fait, c'est la base du téléphone. Dis-moi, maintenant, Karen, comment est-ce que tu gères tes projets? Alors ça, par contre, ça part un peu dans tous les sens. Génial, vas-y, explique-nous. Ça part un peu dans tous les sens parce que j'ai pas vraiment de patience. Je pense qu'on est vraiment un peu tous pareils là-dessus. Après, c'est peut-être une vision que j'ai, mais quand on commence à le mettre en place, on a envie que que tout soit mis en place tout de suite. Voilà, c'est ça. Et j'ai de l'impatience là-dessus. Mais du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que quand je gère un projet, j'essaye de m'y mettre entre 30 minutes et 1 heure par jour. Ok, génial. Avancer parce que après, moi, personnellement, je fonctionne comme ça. Si je fais pas à la suite, on va dire, c'est comme quand je suis une formation. Si j'en suis pas un petit peu tous les jours, j'ai l'impression d'être perdue totalement c'est comme si je cassais le fil et que j'arrive plus à continuer. Et du coup, quand je veux mettre un projet en place, il faut que je travaille un petit peu tous les jours dessus. Super, c'est une super technique. C'est quelque chose que moi, je conseille aux personnes qui ont l'habitude de procrastiner, tu vois. Je leur dis, si tu veux avancer sur une tâche, ça sert à rien de te bloquer une journée. Ouais. Il faut que tu avances, même si tu avances une demi-heure,
sur 4 jours, ça te fait 2 heures de travail sur ce projet ou sur cette tâche à la fin de la semaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'inculquer à mes clients, tu vois, quand je les ai en séance de flash orga, je leur dis, mais vas-y, petite étape par petite étape. C'est pas grave si dans 2 jours, ton projet, il n'est pas sorti. S'il faut 2 semaines pour le sortir, il faudra les 2 semaines, mais tu vas pas être en overdose non plus de ton projet, tu vas pas être dégoûté, mais tu vas avoir la satisfaction à chaque fois que tu auras travaillé une demi-heure ou 1 heure dessus, comme tu fais, d'avoir coché des choses sur ta to-do list. Et ça, c'est vraiment le truc le plus kiffant quand on est entrepreneur, il faut l'avouer. C'est ça. Et au début, moi, personnellement, j'ai eu du mal à m'y mettre comme ça. Parce que justement, j'avais ce truc, si je me mets une journée entière, j'avancerai plus vite. Et en fait, non. Et c'était vraiment ça, du coup, qui m'empêchait, qui me faisait procrastiner, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment le terme. Et je me suis rendu compte qu'en avance, en gros, tu avances plus vite en faisant des petits pas qu'en voulant faire un gros pas et t'arrêter pendant 1 mois, refaire un grand pas. Alors que non, si t'en fais un petit peu tous les jours, ça fait un peu comme le lièvre et la tortue, je crois. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Il vaut mieux y aller lentement, mais sûrement. Et tout ce qui va être organisation, du coup, quel outil tu utilises pour faire tes projets? Est-ce que tu es de la team papier-crayon, tableau, espace Notion, autre? Papier-crayon. Génial. Ouais. Je sais pas si c'est intéressant aussi, mais ça, j'ai eu du mal aussi à faire le papier, à me mettre au papier-crayon parce que je voyais partout justement que fallait aller sur un outil digital. Je me forçais entre guillemets à aller sur un outil et non, en fait, c'est le papier, le crayon et c'est comme si en fait ça s'ancrait mieux en moi. Ouais, ça aussi, tu vois, c'est quelque chose que moi je découvre là récemment. Je l'ai découvert cette semaine pour être honnête. Ça s'appelle le bullet journal. C'est un outil que j'avais entendu parler, mais qui pour moi était 100% réservé aux artistes. Et en fait, cette semaine, j'ai suivi un sommet sur l'organisation avec le bullet journal et j'ai été surprise en fait de me rendre compte que finalement c'est à la portée de tout le monde d'utiliser un cahier tout simple pour gérer ses projets, gérer sa vie, etc. Et je pense également que c'est quelque chose qui peut correspondre à beaucoup d'entrepreneurs qui, comme toi, n'arrivent pas avec les outils digitaux, arrivent pas à lâcher leur brainstorming sur des outils digitaux. Et je me dis qu'en fait, on est trop peu à connaître cet outil-là qui pourtant est basique de chez basique parce qu'on a tous au moins une fois dans notre vie écrit sur un cahier, quoi. Oui, c'est une sensation en fait comme si on écrit. J'ai l'impression moi que quand j'écris sur le papier, vraiment ça sort de la tête et ça oui, c'est vraiment le mot en fait dans les deux sens, ça s'imprime. Est-ce que tu peux nous dire du coup, Karen, quel est le prochain projet que tu as? Donc là, je travaille dessus. Ça sera une plateforme en ligne dédiée justement à l'éducation sexuelle. Ok. Et est-ce que tu as déjà une idée de comment tu vas t'organiser pour le faire? Là, pour l'instant, justement, j'ai tout imprimé sur le papier en écrivant. J'ai commencé à faire une petite étude de marché et ensuite, ça va être créer la plateforme, après, ça va être la création de contenu. C'est vraiment là ce qui me vient en tête comme ça et c'est ce que j'ai vraiment noté. Il y aura une petite bêta test en même temps. Et enfin, voilà, c'est vraiment ça. Tu parles de communication, c'est mon prochain sujet. Comment tu gères ta communication? Parce que je crois me souvenir que tu n'es pas sur Instagram. Non, j'ai arrêté Instagram parce que trop de censure. En même temps, vu le sujet. En fait, j'avais quand j'ai changé d'activité, j'ai refait un nouveau compte et malheureusement en fait Instagram, même si on change certaines lettres par exemple dans le mot sexualité, on peut changer le e, mettre une autre petite lettre à la place ou une étoile ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, Instagram ils censure les posts. Et quand ils censurent les posts, il y a plus de visibilité, il y a plus rien et on peut pas parler. Même pourtant là, ça concerne parce que l'éducation sexuelle, ça englobe aussi l'éducation affective et relationnelle. Donc c'est vraiment pas que la sexualité en elle-même, mais à partir du moment où on parle d'éducation sexuelle, le compte est censuré. Donc c'est pour ça que oui, Instagram, maintenant j'y vais sans y aller maintenant. J'ai aucune visibilité dessus. Voilà, c'est ça. Et du coup, par contre, je suis retournée tranquillement sur Facebook. Étonnamment, là-bas, il n'y a pas de censure. Ouais, c'est surprenant. Ouais, carrément. Il n'y a pas de censure. Et puis, il y a les groupes. Ah oui. Donc, la communication, vraiment, elle se fait là-bas. Et en même temps, là, c'est pour ça que je vais relancer aussi. Donc, j'ai déjà les articles de blog qui sont en place pour la communication et que je vais relancer le podcast. Parce que là, je serai sûre qu'il n'y a pas de censure. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup le nom de ton blog, le nom de ton podcast et si jamais aussi le nom d'un groupe sur lequel tu es sur Facebook? Donc, que ce soit le site ou le podcast, ça sera Petit Cœur Éducatif.
Donc, tout attaché. Groupe Facebook, je suis en train d'en créer un. On pourra le retrouver sur le site internet. Ok, génial. Quel serait ton conseil organisation, Karen? De pas regarder ce qui se passe autour, de pas se comparer à l'organisation des autres personnes qui y a autour et de se créer sa propre organisation et celle qui nous convient tout simplement. Génial, c'est un très très bon conseil. Est-ce que parmi toutes les méthodes qui existent, il y en a une que tu as testée et que tu as détestée? Les journées, justement, les journées Focus. Ouais, les journées focus et les journées type où là je sais que par exemple oui j'ai gardé le lundi pour tout ce qui est blog tout ça parce que je sais que ce jour-là je peux, puis si j'ai des rendez-vous non c'est pas ce jour-là, cette journée-là est vraiment dédiée, mais par contre je n'arrive pas par exemple le jeudi à rester tous les jeudis par exemple à faire toujours la même chose. Je me suis forcée à le faire mais non. C'est pas fait pour toi et tant mieux, j'ai envie de te dire. L'avantage c'est que toi tu le saches que c'est pas fait pour toi et que du coup tu testes autre chose pour le faire. Voilà. Après, la seule journée vraiment que j'ai gardée, c'est les 2 premières du mois, du coup, pour faire la pré-compta pour mon mari. Donc là, parce que y a pas trop le choix, on va dire, mais c'est tout. As-tu un livre, une vidéo ou un podcast justement à nous conseiller pour toutes les personnes qui se lancent ou qui ont des besoins dans leur business? Le premier qui me vient, c'est Aline de The Bee Boost. Génial. Donc j'invite tout le monde à aller l'écouter. Moi aussi, je l'ai écouté pendant de nombreuses années. Qu'on soit déjà bien avancé ou qu'on débute, c'est très facile à comprendre. Je trouve qu'elle est vraiment, enfin, c'est son podcast ou son site ou quoi que ce soit, il est très accessible. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi? Là, c'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Aline, du coup. Ah oui, je pourrais, oui. Mais il faut que je l'ajoute à ma liste parce que c'est pareil, elle m'a déjà été conseillée. Il faut que j'ose aller la chercher. Je pense que, en termes d'organisation, oui. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est très carré. Ouais. Donc, c'est vrai que ce serait curieux de creuser derrière, surtout que maintenant, elle a une assez grosse équipe. Oui. Donc, effectivement, je vais l'ajouter à ma liste. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode de podcast qu'on a eu beaucoup de mal à enregistrer parce qu'on a dû reporter 6 ou 7 fois, je crois, l'enregistrement. Je voulais quand même le souligner à un moment donné dans cet épisode que nous n'avons pas lâché l'affaire. Je vous invite du coup à liker cet épisode, à le partager aux personnes que vous pensez qui puissent être concernées par tous les échanges qu'on a eus et surtout à vous abonner.